Bonsoir à toutes et à tous, merci de nous rejoindre sur BFM2. Bonsoir Fabrice Amadeo. Merci de nous recevoir également à bord de votre monocoque. Vous avez pris le départ, enfin vous faites partie des 40 navigateurs qui se sont élancés sur le Vendée Globe. Donc déjà merci de nous Bonsoir recevoir. Oscar, avec grand Comment, plaisir. comment s'est passé votre début de course? Écoutez, le début de course est plutôt bien passé. Alors moi j'ai un vieux bateau, hein, donc je ne peux pas rivaliser avec les leaders, mais j'ai fait un bon début de course, au portant. Donc on est parti avec des vents favorables des Sables d'Olonne, ça c'était vraiment formidable pour le moral et pour pas attaquer trop dur sur ce Vendée Globe, parce qu'il n'y a rien de pire que d'avoir des abandons sur un Vendée Globe la première nuit parce qu'il y a un coup de vent. Et voilà, et là je suis au large de Madère, dans du vent relativement soutenu, avec beaucoup de grains. Il y a une dépression qui est en train d'arriver sur l'Espagne, et donc on est au sud de la dépression, donc on a son vent assez fort de nord-ouest. La mer est correcte, mais il y a du vent assez fort, avec des grains réguliers. Et là, en fait, ça se passe bien parce qu'on est entre deux grains. Mais il y a un quart d'heure, c'était pas la même. D'accord. Vous avez rencontré des complications depuis le début de la course? Ah oui, affirmatif. J'ai eu un petit problème électrique le premier jour, en fait. J'avais un fusible qui avait brûlé. Donc j'ai dû m'arrêter, identifier le fusible et puis le remplacer. Et la nuit dernière, dans un orage, il y a probablement eu un phénomène magnétique qui a détérioré mon capteur de tête de mât qui mesure la force du vent et la direction du vent. Donc c'est assez fâcheux, donc je suis passé sur le système secondaire qui est pas précis du tout. Mais bon, écoutez, c'est le jeu, hein, et puis on verra s'il y a moyen de réparer un petit peu plus tard. Mais là, les conditions ne permettent pas de réparer sereinement quoi que ce soit. Si vous voulez, je vous montre. Hop. Voilà. Là, il y a le bateau qui fuse quand même pas mal. D'accord. Et à quelle vitesse vous êtes là justement? On voit les flots Et derrière vous. là, j'avance à 20 nœuds, donc ça fait 35 km/h. D'accord. Là, c'est assez rapide pour mon bateau. Ok. La pointe maximale que vous pouvez atteindre, elle est à combien, justement? La pointe maximale, oh, bah, je peux faire des moyennes de 20-22 nœuds maximum, et puis après, sur un surf, je peux aller taquiner les 28-30 nœuds, mais c'est une vitesse qui va durer quelques secondes, donc ça n'a pas grand intérêt. Et D'accord, on peut dire que les moyennes les plus hautes sur ces bateaux-là, c'est 20-21 nœuds, 22 nœuds. d'accord. Et donc, en fait, à quoi ressemble une journée type? Par exemple, vous avez fait quoi aujourd'hui quand vous êtes réveillé ce matin? Quand je me suis réveillé ce matin, Enfin, si vous j'ai avez pris mon dormi petit déjà. déjeuner. Ouais, j'ai dormi. J'ai dormi cette nuit parce que j'avais pas beaucoup dormi depuis le début de la course, donc c'était important. Une journée type, finalement, c'est un peu comme chez vous, hein. Je prends un petit déjeuner. Par contre, après, au lieu d'aller au travail, eh ben, je vais sur le pont et je règle mes voiles. Je prends la météo le matin aussi, très important pour déterminer la stratégie. Après, la grande différence avec la vie à terre, c'est que la journée, elle dure 24 heures sur 24. Donc, je vais dormir un peu le jour, un peu la nuit, et je vais être actif et le jour et la nuit. D'accord. Et la nuit, justement, vous accordez combien de temps de sommeil? Vous devez surveiller, je Euh, suppose, perpétuellement également ce qui s'y passe. exact- Exactement, on doit sans cesse être aux aguets, hein, aussi bien pour faire marcher son bateau, parce que c'est une course, que pour la sécurité du bateau. Et donc, je m'octroie 6 fois 1 heure de sieste par 24 heures. Mais depuis le début de la course, j'ai pas pu faire ça parce que c'était trop intense. On a eu des conditions difficiles. Et puis, le début de la course, c'est tout le temps comme ça. Il y a en plus l'excitation du départ, l'adrénaline du début de course. Mais là, je commence à pouvoir faire des siestes correctes et à récupérer de ce début de course engagé. Et comment vous vous alimentez justement à bord du bateau? Par des produits séchés, quelle est une alimentation type? J'ai de la nourriture lyophilisée, donc c'est de la nourriture déshydratée, c'est des sachets, hein, de pâtes, de riz, de choses comme ça, des plats relativement agréables. Là, tout à l'heure, il y a un quart d'heure, j'ai pris pâtes à la sicilienne, c'est des pâtes au fromage. Et donc, je fais chauffer de l'eau dans ma bouilloire et je mets ça dans le sachet et j'attends un petit quart d'heure et ça fait un repas très correct. D'accord. Vous pouvez nous faire visiter votre cabine, par hasard? Avec grand plaisir, j'allais vous le proposer. Merci. Alors, c'est un petit peu le bazar, hein, c'est un tout petit peu le bazar. Attendez, je vais rentrer un peu dans la cabine. Excusez-moi, je suis obligé de m'agripper. Alors, dans ma cabine, là j'ai justement le fameux coin cuisine avec le réchaud, la caisse journalière avec la nourriture pour la journée, mes gourdes d'eau, etc. Ma couchette, normalement, elle est ici avec un matelas. Mais là, comme les conditions sont engagées, j'ai juste un pouf par terre. Je dors par terre, ça me permet de sortir plus rapidement sur le pont. Le truc jaune fluo, c'est le sac de couchage. Et voilà, et c'est tout en fait, hein. Et pour la connexion internet, justement, vous faites comment?
Ah bah pour la connexion Internet, je chéris chaque jour Elon Musk avec Starlink, parce que grâce à Starlink, on arrive sur les océans à avoir une connexion comme à la maison. Là, je lui fais de la pub, c'est pas bien, mais c'est la vérité. Hein. Là, nous avons une connexion Starlink de très bonne qualité qui nous permet de nous parler. Et il y a quelques années, c'était beaucoup plus compliqué que ça. Donc ça, c'est vraiment super pour la communication. Et puis aussi pour rester en contact avec ma famille, parce que je suis quand même absent de la maison pendant 3 mois. Et attendez, j'essaie de trouver le bon angle pour me caler. Voilà. C'est très bien. Je suis quand même absent de la maison pendant 3 mois, donc c'est important de pouvoir envoyer des nouvelles à la maison. Et donc Starlink, ça permet ça. Et on a le temps de s'ennuyer à bord pendant le Vendée Globe? Sur un début de course, non, parce que c'est très engagé. Il y a des cargos, il y a encore des concurrents pas loin. Et puis là, les systèmes météo sont assez dynamiques. Mais de par l'expérience que j'ai pu avoir sur le Vendée Globe 2016, où j'ai terminé en 103 jours, oui, on a le temps de s'ennuyer, mais quel luxe de s'ennuyer, hein, de regarder la ligne d'horizon et d'avoir le cerveau vide et juste de profiter du moment. D'accord. En parlant d'expérience, justement, ce 14 novembre, c'est un jour spécial pour vous. Vous pouvez nous raconter Oui, alors oui et non, c'est pas vrai. Enfin, oui, c'est un jour spécial parce que c'est les 2 ans de mon naufrage. Après, je suis pas spécialement attaché aux dates anniversaires, hein, mais j'y ai pas pensé plus que ça aujourd'hui en me disant oh mon Dieu, c'était il y a 2 ans, etc. Mais c'est vrai qu'il y a 2 ans, sur la route du Rhum, j'ai fait naufrage. Donc mon bateau a brûlé intégralement et a coulé. Et j'ai passé 4 heures dans un radeau de survie avant d'être secouru par un cargo qui s'est dérouté. J'étais à 700 km dans l'ouest du Portugal. Et du coup, j'avais un super bateau. Mon bateau reste super, mais un peu moins super. Et donc, le 15 novembre, le lendemain du naufrage, j'ai été débarqué aux Açores. Et le projet est reparti de zéro 2 ans avant le Vendée Globe. Donc, quoi qu'il en soit, je suis un marin très heureux d'être sur cette course parce que j'aurais pu ne pas y être. Et donc, je savoure chaque moment, même dans les petits moments compliqués, les soucis. C'était une belle victoire dimanche de franchir cette ligne de départ du Vendée Globe. Et vous y teniez justement à prendre ce départ? Ah bah oui, j'y tenais parce que c'était une revanche. Moi, j'aime pas lâcher, donc voilà, là, j'ai été tenace, j'ai été accompagné par des partenaires formidables qui m'ont fait confiance et on a pu acheter un vieux bateau, le restaurer et se présenter sur cette ligne de départ. Et donc maintenant, il y a un tour du monde à faire et je compte pas lâcher comme ça. Et vous avez un objet fétiche à bord? Un objet peut-être familial ou sentimental que vous avez embarqué avec vous? Ouais, alors c'est dingue, il est dans ma poche en fait. Je vais vous le montrer. Hop. Il est dans la poche. C'est un petit coquillage que ma fille Garance a ramassé sur la plage, ma petite dernière, il y a quelques années, et qu'elle me donne pour chaque course. Et je le mets dans ma poche pour qu'il me porte bonheur. On espère. Et est-ce qu'il y a justement... On est là pour ça. Bien sûr. Le bonheur. Est-ce qu'il y a une partie de la course que vous redoutez? Un passage technique redouté par les skippers ou par vous particulièrement? Ah bah l'Everest du Vendée Globe, et pour tout marin, c'est le Cap Horn. Hein, donc c'est un moment redouté parce que c'est le moment potentiellement le plus difficile de la course. C'est le moment où on est le plus sud, 57 degrés sud. Il y a de la glace pas loin et il faut passer ce fameux cap. Le vent en général se renforce avec la cordillère des Andes quand le vent est de secteur nord. La mer est très 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 formée parce qu'il n'y a aucun continent autour de l'Antarctique pour arrêter cet océan en fait. Donc la mer est sur des milliers de kilomètres à le temps de se déployer. Et donc quand ça arrive dans le détroit de Drake, entre l'Antarctique et la Patagonie, ça donne une mer souvent très difficile. Donc c'est un moment qui est redouté et en même temps c'est un moment libérateur parce qu'après Cap au Nord, retour à la maison. Très bien. Et là on voit qu'il fait encore un peu jour. Vous avez prévu quoi pour cette fin de journée? Alors pour cette fin de journée, j'ai prévu une bonne sieste, bien méritée. J'ai prévu de faire des mesures d'ADN environnementales parce que j'ai un projet océanographique qui m'amène à réaliser des mesures et notamment des mesures de la biodiversité. Et voilà, et le temps de faire ça, il fera nuit, je pense. Et une nouvelle nuit va commencer. J'espère que le vent va mollir et il risque d'y avoir un changement de voile dans la nuit. Très bien. Merci beaucoup de nous avoir répondu, Fabrice Amedeo. On continuera de vous suivre. Merci à vous, c'était avec de très plaisir. près. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Après 4 jours de course, Nicolas Linven a pris la tête de la course du Vendée Globe. Le skipper devance un autre Français, Johan Richomme, et le Britannique Sam Goodchild. La première des 6 femmes engagées sur cette course, donc une course avec 40 navigateurs, occupe la 9e position. C'est la Suissesse Justine Metro.
Surnommée l'Everest des mers, la course consiste, comme vous l'avez entendu avec Fabrice Amédéo, à effectuer 45 000 km de navigation des Sables d'Olonne aux Sables d'Olonne, en solitaire, sans escale, sans assistante et sur un monocoque de 18 mètres. Les marins devront franchir donc les caps de Bonne-Espérance en Afrique du Sud, de Leeuwin en Australie, également le cap d'Horn au Chili qui est tant redouté. Un périple donc semé d'embûches. On suivra cette course de près avec notamment Fabrice Amédéo. Merci de nous avoir suivis sur BFM2. À bientôt pour un nouveau direct.